Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Ici et maintenant, cette grande première pour lui dans cette émission Mirador. Dr Ousmane Doré, président du MND, ancien candidat à la présidentielle de 2020 et ancien ministre de l'économie et des finances. C'est lui donc qui cornaque les négociations et disons la médiation dans le processus pour arriver donc à la désignation des 15 représentants de la classe politique au sein du futur CNT. Comment a-t-on pu rapprocher les positions des différentes coalitions politiques du pays? Quelles sont les conclusions de la rencontre d'hier dans un réceptif hôtelier de Conakry? Qu'en est-il des fameux critères qui prévaudront au partage de ces 15 sièges? Toutes ces questions adressées à notre invité. Quelle est aussi sa vision globale de la transition en cours en Guinée? Nous lui adressons toutes ces questions. Il est notre invité précis, Dr Ousmane Doré. Bonjour. Bonjour. Tout le plaisir de vous recevoir. Merci. Plaisir partagé. Première question, Talibé Barry. Alors, docteur Ousmane Doré, vous avez été à la manœuvre dans l'ombre discrètement pour essayer d'amener les différentes coalitions politiques guinéennes à se parler autour de la question, disons, conflictuelle de la désignation des 15 représentants des partis politiques au CNT. Hier, il y a eu cette réunion dans un hôtel de la place. Et comment avez-vous pu justement convaincre les uns et les autres à pouvoir enfin accepter d'être face à face pour discuter de cette question? Très bien, merci beaucoup. Je note que la densité de la presse dans ce pays doit pouvoir aider peut-être à clarifier la marche de l'opposition. Je voudrais tout d'abord essayer de clarifier une situation, c'est que la réunion d'hier n'était nullement à propos de la désignation des 15 représentants de la classe politique au CNT. Ah bon? Ça participe d'un agenda beaucoup plus global. Et cet agenda, d'ailleurs, que j'ai révélé à la presse après l'accord, c'était d'amener la classe politique à s'unir et parler d'une même voix et peut-être peser dans la transition en termes de dialogue avec les autorités de la transition. Voilà l'objectif. Cette démarche a commencé et bien avant notre rencontre avec le ministre de l'administration du territoire, puisque nous avons compris. Donc l'objectif était au-delà de. Était bien au-delà de cela. Les 15 sièges disputés. Absolument, c'était d'amener la classe politique à se rassembler autour des valeurs républicaines. Nous savons que cette transition, ce n'est pas le moment, le lieu pour la classe politique d'être divisée, puisque nous ne sommes pas des concurrents aujourd'hui. Notre objectif serait d'avoir une union sacrée pour permettre de faire marcher cette transition, qu'elle aboutisse à des élections libres, transparentes et crédibles. Vous qui portez cette initiative, parce que j'ai quand même envie d'entrer de saluer votre courage à vous attaquer quand même à une équation assez difficile. On sait combien de fois vous n'êtes pas classiquement parlant un habitué des coups bas au sein de la classe politique. C'est pourquoi certainement vous faites crédit de cette initiative, mais en y allant, est-ce que vous saviez, vous vous êtes dit, c'est vrai que c'est difficile, mais je vais y aller quand même parce que c'est nécessaire? Oui, absolument. Écoutez, le contexte s'est prêté à ça et mon expérience, j'ai passé toute ma vie, ma carrière dans les négociations de programmes d'ajustement structurel, c'est d'autres questions économiques, mais lorsque je suis rentré en politique, la première observation que j'ai faite ici, c'est la division de la classe politique. C'est mon oncle, cousin Jean-Marie Doré qui aimait à le dire très bien. Il dit que la classe politique guinéenne est la plus bête en Afrique. Parce que même devant des situations où il y avait une nécessité de s'unir pour peut-être renforcer l'ancrage démocratique dans notre pays, ils n'ont pas réussi à le faire. Et c'est pourquoi, pour revenir donc à la réunion d'hier, nous avons commencé par débattre quelques questions de fond, à savoir les perspectives de chacun sur les enjeux de la transition en cours et le rôle qui est dévolu aux partis politiques pour la réussite de cette transition. Lorsque nous avons pris 1 heure ou à peu près 2 heures sur cette thématique, il est ressorti clairement
de l'avis de l'ensemble. Hein. Bon, on peut dire qui était autour de la table, on en viendra. Oh, tout à fait. Mais en réalité, tout le monde était d'accord sur un fait. C'est que, nous avons tous, à l'unanimité, salué la transition, c'est-à-dire le passage à ce nouveau régime qui doit conduire le pays vers certainement l'ordre constitutionnel. Mais on s'est aussi aperçu que la situation qui prévaut, on ne se parlait pas entre nous. Et je crois que pour ceux qui pensent que cette transition, sa mission principale sur laquelle on pense qu'il y a d'autres objectifs qu'il peut poursuivre, y compris les audits, y compris même la question de rassemblement, de réconciliation. Mais l'objectif principal, on s'est accordé qu'une transition, c'est d'amener le pays à l'ordre constitutionnel à travers les élections. Bien. Nous allons poursuivre, si vous permettez, Dr Ousmane Doré. Nous allons poursuivre cette interview dans un court instant. Le temps pour la rédaction de faire un nouveau point de l'actualité ici en Guinée et ailleurs. Allez, Talibé, donc on reprend le fil normal de cette interview avec notre invité, Dr Ousmane Doré. Alors, vous nous disiez que l'objectif principal, en tout cas l'un des objectifs de la rencontre d'hier, c'était d'abord de construire cette union sacrée dont les acteurs politiques ont besoin pour faire face à cette transition et en relevant notamment le fait que cette transition, elle est d'abord politique. Bien entendu que oui. Vous savez, il y avait aussi d'autres constats que nous avons opérés. Lorsqu'on a fait le point sur les enjeux de cette transition, on s'est aperçu effectivement que la classe politique opérait séparément. Donc il y avait un besoin de pouvoir au moins se parler. Cette initiative, c'était venu de la COPED, d'ailleurs, la coalition à laquelle j'appartiens, où nous avons déjà approché à l'époque monsieur là c'est le Diallo, Mamad Silla et bien d'autres, Faya Milimono, pour essayer de situer un cadre de dialogue avec les autorités de la transition. L'observation était que depuis les grandes rencontres qui ont eu lieu en septembre, il n'y a eu jamais de contact entre la junte et les acteurs politiques. Oui. Voilà. Donc, l'autre élément, c'est que dans l'opinion, la presse en particulier, je m'excuse de vous acculer ici, mais c'était que cette classe politique était quand même vilipendée. On a fait croire que le problème de la Guinée, c'est la classe politique. Alors, je tenais à rappeler que la classe politique réunie hier a pris acte, en fait, a reconnu leur rôle dans la situation qui prévalait. Mais c'est des responsabilités partagées. Vous vous rappelez que la situation qu'on a connue avant le 5 septembre, la classe politique dans l'ensemble, soit ceux qui sont allés contre le fameux référendum pour une nouvelle constitution, que ceux qui sont allés aux urnes pour essayer d'arrêter ou d'assurer l'alternance par les urnes, dans les deux cas, c'était pour éviter le pays d'arriver à une situation que nous avons connue. Donc, ceci dit, la division de la classe politique était là, c'était réel, et pour cela, les uns et les autres ont reconnu le rôle ou alors la nécessité de la classe politique à aller vers une union sacrée. Bien, allez-y Mamadouri. Enfin, je découvre là que vous fixez un objectif tellement colossal, on dirait vraisemblable et inatteignable pour certains quand on voit justement la profondeur de la division. Parce que moi je l'ai constaté quand cette classe politique a été incapable à un moment donné, je veux dire, qui était de l'opposition bien sûr, de concrétiser cette union sacrée attendue d'elle pour se choisir un candidat unique. À l'époque, cela n'a pas été fait parce que chacun tenait un peu à son petit orgueil politique et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous vous donnez cet objectif de les réunifier. Est-ce que vous pensez pouvoir atteindre cet objectif quand on sait que les gens font semblant et que vous êtes dans un milieu politique où il y a ce que j'appellerais des aplats ventristes, où il y a des radicaux, où il y a des sans objectifs et chacun a un petit agenda à court terme certainement, que vous puissiez les mettre ensemble et que cela soit durable et compact politiquement. Voilà, écoutez, en m'engageant dans cette médiation, j'ai pris en compte les questions de personnes. La plupart de ces leaders politiques, je les connais. Le sens du respect et de la considération que nous avons les uns pour les autres. Et il a fallu discuter avec ces gens. Ce que je crois, en tout cas, est
cette situation, c'est qu'elle se situe dans la durée. C'est-à-dire que ce que nous avons délivré hier, on va vous circuler une déclaration qui d'ailleurs va être signée par les 9 coalitions de partis politiques qui étaient présents hier. Alors, ceci dit, vous demandez si avec les mauvaises foi et autres, on n'est pas en train de faire un travail décisif. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est un processus qui est enclenché. La réunion d'hier était une réunion plénière qui donne aux gens l'opportunité de s'engager véritablement. Mais nous allons l'ouvrir, puisque la question des 15 représentants de la classe politique au CNT se pose. Et hier, on en reviendra, nous avons discuté juste les critères, mais il est prévu d'ouvrir cette plateforme à ceux-là qui ne sont pas dans les partis politiques, dans les coalitions. Et même au RPG Arc-en-Ciel, qui d'ailleurs devait participer à la réunion d'hier, ils ont reçu la note conceptuelle un peu tardivement, il fallait débattre au sein de leur bureau politique. Mais la prochaine réunion va connaître la participation de tous ceux qui comptent dans la classe politique guinéenne pour que l'on puisse sceller cette union sacrée. Et je crois que... Donc ce qui se dessine, c'est qu'il y a une plateforme, si je m'abuse, une plateforme qui a été mise en place hier. Bien sûr que nous n'avons pas donné de nom. Voilà, parce que je voulais vous demander le nom. Voilà, c'est parce que nous pensons que le processus n'est pas encore complètement bouclé. Et lorsque nous aurons tout le monde, et l'objectif ultime d'ailleurs, c'est d'aller vers la création des forces vives. Parce que nous allons tendre la main... La récréation. Voilà, exactement. Des forces vives, oui. Aboubakar, une question très importante. Est-ce que ce qui précipite ce mécanisme-là de réunification en attendant que ça se concrétise, est-ce que ce n'est pas le fameux concept ou la fameuse expression de l'actuel président qui dit les politiciens ne sont pas les seuls en Guinée, qui derrière donne une certaine idée du genre il veut vous mettre un peu à la marge, donc il faut vous dépêcher pour vous unir, pour faire bloc. Il faut vous unir pour compter. Est-ce que c'est ça pour qu'on compte avec vous? Écoutez, nous connaissons le message du colonel qui est un bon message. Le grand message, c'est le rassemblement. Pour nous, il était difficile de concevoir que les nouvelles autorités, dans le cadre de la transition, parlent du rassemblement des Guinéens. La classe politique qui est supposée être, je veux dire, la représentation politique nationale, qu'elle ne soit pas rassemblée. Donc c'est clair que ça participe à tout cela, parce que si la classe politique est unie, je peux vous assurer que ça donne cette dynamique de rassemblement au sein du peuple de Guinée. Ce qu'il faut éviter, c'est pointer le doigt, dire que bon, c'est les politiciens. Et voilà, aujourd'hui, cette classe politique a pris ses responsabilités. Je peux vous assurer, il y a un porte-parole désigné qui vous parle en ce moment. Pour vous dire, très bien. On apprend à l'instant. Notre prochaine étape, c'est d'ouvrir ces ponts et de dialogue avec les autorités de la transition. Alors, qui nous permettront cette unité d'action, avant de passer la parole à Mohamed, cette unité d'action donc, qui se met en place progressivement, quelle va être son orientation? Parce que certains observateurs estiment que en fait, les menaces pour cette transition proviendraient à la fois de la CEDEAO et de la classe politique justement. Est-ce que, comment vous comptez peser sur cette transition? Parce qu'on voit venir un moment où il y aura contradiction entre vous et la junte. Ça peut arriver, M. Doré. Oui. Comment ça va se passer? Quelle va être l'attitude qui sera celle de la classe politique? Est-ce que vous travaillez à cela, à avoir une attitude positive pour accompagner cette transition? Même si on peut imaginer qu'à un moment donné, si les divergences sont profondes, qu'à un moment donné, il faut s'attendre à ce que ça branle dans le match. Écoutez, les contradictions, c'est l'essence de la vie. On aide pour une transition apaisée, c'est d'abord le premier terme, et inclusive. C'est pourquoi je vous ai dit, même l'ancien parti au pouvoir est déjà appelé dans cette concertation. Alors, quand vous dites, est-ce qu'avec ces contradictions, ces divergences entre la classe politique et la jeune, nous n'en voyons pas. Nous voyons ici des acteurs responsables qui se sont constitués, qui constituent la classe politique. Rappelez-vous qu'il y a 181 partis politiques dans le répertoire du ministère. Et ceux-là ont tous des militants, ça fait une bonne partie de la population. Nous ne serons jamais dans une optique de confrontation. Cela est clair, cela a été réaffirmé. Ça peut venir du délai de la transition, M. Doré. Bon, ça serait dans les dialogues. Je vais vous dire que nous rassure. Nous avons rencontré le ministre et personnellement le médiateur, j'ai rencontré le colonel en personne. Je pense que s'il y a un point de dialogue dans lequel
à travers lequel on peut exprimer les recommandations, les positions des partis politiques, c'est de cela qu'il est question. Très bien. Les autorités prendront la mesure de nos recommandations. Très bien. Et que la transition aboutisse justement. Très bien. Ça, c'est un discours qui rassure. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors, M. Doré, parlant toujours de cette réunion, elle vous a permis d'établir au moins 18 critères qu'on nous apprend. Alors, quels en sont les critères majeurs ou fondamentaux pour le CNT? Bon, écoutez, il y avait beaucoup de critères, comme vous l'avez dit, 18, mais je vous donnerai les principaux. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de partis politiques, mais pour certains, très nouveaux, je vous parle du MND qui est venu l'année passée dans le cadre des présidentielles. Il y a même des partis qui n'ont jamais participé à des élections. Et vous avez aussi des partis qui sont là depuis le tournant décisif de 2010, quand on est rentré dans le rythme de la démocratie. Alors, il est possible de dire, bon, on va répartir les 15 de façon avec une règle simple. Il y a eu ces propositions. Mais on a dit il faut d'abord mettre les critères permettant à une commission qui va être mise en place autour du médiateur que je suis, pour faire une proposition à partir des 15. L'idée générale est celle-ci. Nous ne voulons pas que ce soit les représentants politiques dans le CNT ne doivent pas répondre d'un parti, mais de la classe politique rassemblée. Donc ça veut dire que les 15, on peut avoir 5 qui proviennent d'un parti comme PADES ou comme le Bloc libéral, mais ils sont là-bas, pas pour le Bloc libéral ou pour PADES ou pour une formation comme, je veux dire, l'UFR ou le PDN. Mais ils sont là-bas pour les intérêts de la classe politique. Ils recevront des mandats parce que nous serons en concertation pour dire qu'il y a un texte de loi au niveau du CNT portant durée de la transition. Et ils auront des orientations permettant d'exprimer pas le vœu des partis politiques d'où ils sortent, mais de la classe politique. Alors les critères clés, c'est donc ça, qu'il faille que ces gens viennent des partis qui ont en fait une expérience sur le terrain. Donc ils ne répondront pas des partis politiques, mais de la classe politique. De la classe politique. Voilà le principe. C'est tout comme, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Non, mais c'est doré. Ouais. Sauf qu'une fois qu'ils seront là-bas, ils ne seront pas obligés d'appliquer vos injonctions, puisque leur mandat, comme on le dit, ne sera pas impératif, n'est-ce pas? Bon, écoutez, vous pouvez toujours penser, la transition, d'abord il y a des questions de fond qui vont être discutées. Nous pensons que la feuille de route qui est prévue dans un mois, nous aurons l'opportunité d'apporter nos perspectives sur les questions qui vont sous-tendre les activités devant permettre de déterminer la durée de la transition. Oui. Si nous avons comme le mode de sélection qui va se faire dans les 2-3 prochains jours, je vous dis c'est urgent puisqu'on a un deadline. Oui. Et nous allons réaffirmer ces principes. Vous avez des partis qui n'ont jamais eu de représentation sur le terrain, qui doivent comprendre que peut-être que dans cette conjoncture-là, il faut avoir quand même à faire une distinction. Mais ce serait par coalition de partis. Voilà, il y a les partis qui sont constitués en coalition. Nous avons prévu un bloc pour les partis qui ne sont pas dans les coalitions et un bloc, justement, le RPG Arc-en-Ciel demeure une coalition à part. Donc, prenant en compte toutes ces coalitions... Coalition. Parce que vous disiez qu'hier, il y avait 9. Si vous ajoutez le RPG et la coalition des partis... Les partis n'appartenant pas à des ensembles. Absolument. Voilà le défi que nous voulions relever, effectivement. Ça fait pratiquement un représentant par coalition. Nous pouvons, non, on peut ne pas, des coalitions peuvent ne pas en avoir, mais je crois que ça dépendra justement des critères que la Commission va prendre en compte dans le mode de la clé de répartition. Mais je vais vous dire, si nous n'ouvrons pas ces autres composantes et nous parlons de transition inclusive, vous savez ce qui se passe avec les autres structures. Nous bouclons les 15 à notre niveau et vous avez des partis qui sortent pour dire, voilà, nous sommes un parti politique. Le ministère a été clair, quand ils ont un agrément, ils sont un parti politique. Donc, ils doivent faire partie de cet exercice. Je pense que l'idée qu'on même si l'ADC Bok a boudé la rencontre hier. Un commentaire là-dessus, docteur. Qui dit qu'il ne peut pas s'asseoir avec des militants. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qu'il veut dire. J'aurais préféré que la presse se focalise sur les questions. Il y a eu beaucoup d'aspects positifs hier. Oh là là. Moi, je vous dis clairement, vous savez, ceux qui parlent certainement ne savent pas beaucoup ce qui se passe, et ceux qui savent ce qui se passe ne parlent pas. La réalité, c'est que hier, toute la classe politique était là. Bok fait partie prenante d'une intercoalition que dirige Mamadou Sylla. Ils étaient tous là.
10 d'entre eux, 2 par parti, par coalition. Alors, la situation que Bok a évoquée en décidant de partir, c'était un problème interne à leur intercoalition. Et moi, quand il m'a approché, je l'ai rassuré que si vous pensez que la représentation de ce parti, il y a un militant, dites-le moi, mais en tout état de cause, quand on a dit 2, c'est le leader qui vient avec un membre de son bureau exécutif. Effectivement. Et la personne dont il est question, c'est le leader qui l'a mené. Donc, en quoi cela vous gênerait? Donc, il s'agit de qui? Bon, je ne sais pas, c'est un parti qui était là et qui est aussi membre d'une coalition d'ailleurs, qui est membre de leur intercoalition. Et je pense que ils ont estimé que la deuxième personne autour de la table n'avait pas à sa place. N'était pas là, c'était un militant. Bon, nous ne pouvons pas connaître qui est militant, qui est membre d'un bureau exécutif, qui est même leader. J'ai découvert beaucoup de ces leaders dans la salle. Bien. Et donc, il fallait juste garder raison et voilà, comprendre que ce que nous faisons, c'est une mission beaucoup plus grande que nous-mêmes. Bien. Donc, si vous permettez, 11 coalitions pour 17 places. Non, 15. Pour 15 places, ça veut dire que... Vous en avez augmenté. Non, ça veut dire que il y aura 1 ou 2 coalitions qui auront plus d'un représentant. Bien sûr. À Et cause, c'est qui c'est... Attendez, il y a les critères, je vous ai dit. Oui, parce qu'on n'a pas bien compris ces critères. Ces critères, non, ça n'a même pas été dit. Je suis supposé ne pas vous donner les secrets de ma médiation. D'accord. Mais je vous dis clairement, voilà le principe de répartition de ces 15. Nous pensons que si on devait faire, comme vous le dites, de façon très simple, diviser les 15 par 11, il est clair que le résultat c'est 1-1 et puis d'autres partis qui ont 2. Mais ça ne sera pas exactement comme ça. Cette commission-là, qui a recensé tous ces critères, puisqu'on a fait le tour de la table, va prendre en compte ces critères pour essayer de proposer, on dit, bon, la coalition ANAD, au regard il y a d'ailleurs un algorithme qu'un de nos collègues de la COPED a mis en place pour pouvoir déterminer sur la base de ces critères qui reçoit combien. Mais on va avoir un jugement de valeur. On peut dire par exemple, l'ANAD, vous avez, suivant les critères, un certain nombre de points. Peut-être on peut les attribuer 3 ou 2, je ne sais pas. Et la même chose pour les autres partis, avec un total qui arrive à 15. Une plénière sera convoquée certainement lundi où il y aura tout le monde avec les propositions de la commission. Maintenant, si vous avez un délégué, un représentant, pendant que vous pensiez que vous méritez 2, c'est à vous de prouver devant tout le monde là-bas que vous méritez 2. Et quelles sont les personnes que vous proposez? Parce que nous avons aussi regardé le profil des choix. Ouais. Voilà, la moralité, la probité morale de ces individus. Les CV seront décortiqués et je peux vous assurer qu'après cet exercice-là, c'est pour ne même pas donner l'espace à une certaine contestation parce que la classe politique aura réfléchi. Il y a des leaders qui m'ont dit... Vous êtes trop optimiste. Moi, je vous trouve trop optimiste. Alors que c'est mal connaître cette classe politique. Ça risque d'aller en bibérine lundi. Vous allez être confronté à ce que vous n'imaginez pas. Je ne joue pas au Cassandre, docteur. Mais je sais de quoi je parle. Vous pouvez faire face à des contestations auxquelles vous ne vous attendez pas lundi dans la salle. C'est possible. Hein? Oui, c'est possible. Alors, docteur, pour ne pas qu'on parle de récupération de la part de M. Doré, est-ce qu'il y a-t-il d'autres personnes dans l'ombre qui ont contribué à ce rapprochement? Oui, tout à fait. Je voulais faire la genèse. Je vous ai parlé de... Je suis arrivé au pays seulement le 30 septembre, après cet événement. Et étant membre de la coalition COPED, nous avons pris cette initiative d'abord d'aller vers les autres. Avec mon collègue Ousmane Kaba et les autres acteurs, Aboulaye Kourouba et voilà. Docteur Makale. Bon, ce n'est pas la même coalition. Donc, mais lorsqu'on a fait l'ouverture vers les autres coalitions, nous sommes venus chez Mamad Silla et c'est en ce moment que j'ai eu Makale comme, je veux dire, co-négociateur, puisqu'on était tenus ensemble de nous assurer que les acteurs politiques se réunissent. Voilà la genèse de tout ça. Et après, le mandat qui m'a été donné, c'était de dire, après l'échec, un premier échec qui a eu lieu d'ailleurs chez Mamad Silla, vous avez tous en fait du bruit. C'est pourquoi d'ailleurs je ne suis jamais venu dans vos émissions parce qu'en médiateur, il faut travailler en coulisses. Oui, tout à fait. Voilà, il y a des questions sensibles, des questions de sur lesquelles il ne faut pas se prononcer. Donc, et Makale Traoré, et peut-être même, je dirais, certains collègues de la COPED, on a œuvré
pour que le principe soit acquis, qu'on peut le faire sur un terrain neutre. Très bien. Et voilà, c'est ainsi que nous avons Vous êtes choisi allé dans un réceptif hôtelier exactement. de la place. Alors, tout donc sur ce processus de désignation des 15 représentants de la classe politique au sein du futur CNT et sa vision globale de la transition en cours. On parle là du gouvernement, de cette retraite au camp de Kalia, mais aussi des missions principales assignées plutôt à l'agenda de la transition en cours en Guinée. Tout ceci dans 5 minutes chrono pour faire place à nos obligations commerciales et nouveaux points d'actu sur FIM FM. La suite de l'interview avec vous, docteur, professeur Akumba. Merci, que Dieu vous entende. Bien. Docteur Doré, la formule que vous nous proposez, elle est tellement joviale, magique qu'elle ne peut relever que de l'idée. Parce que la seule image parfaite réside seulement dans l'idée. Dès qu'on l'exécute, on verra une faille. 15 places pour l'ensemble de la classe politique guinéenne dans un système politique pourri, composé des amateurs, des privilèges non mérités, de l'arbitraire, parfois même des égoïstes. Vous m'en excuserez parce que vous nous faites seulement des reproches, j'en conviens avec vous. Est-ce que vous pensez pouvoir réussir cette formule dans une classe politique que je qualifierais d'inconsciente de sa mission principale? Et si vous espérez en réussir, quel pourrait être votre secret? Bon, écoutez, il y avait une question par respect à votre auditeur qui m'avait adressé la question du RPG Arc-en-Ciel, s'il posait la condition du professeur Alpha Condé. Je tiens à préciser que pour la classe politique, le professeur Alpha Condé, c'est un Guinéen. Il a été un chef d'État et il y avait un divorce idéologique entre lui et la classe politique. Ceci étant, nous pensons que nous avons tous appelé pour le respect de son intégrité. Plutôt une partie de la classe politique. Bon, je veux dire, dans l'ensemble, quand même, tout le monde est unanime à reconnaître qu'il fallait préserver l'intégrité de la personne, l'intégrité physique. Et c'est de cela que nous parlons ici pour dire que c'est humain. Donc, en tout état de cause, la libération ou son passage à la justice, ça relève des autorités. Donc, ce ne serait pas à la classe politique qu'ils vont poser cette condition. L'adhésion à la classe politique, elle est libre pour que nous puissions quand même avancer des idées ensemble devant les autorités de la transition. Il a dit que sa préoccupation première, c'est la libération d'Alpha Condé. Et si, justement, vous n'intégrez pas cette préoccupation, est-ce que vous espérez avoir le RPG à vos côtés dans votre démarche d'union sacrée? Écoutez, nous n'avons pas la clé de... C'est une question essentielle. C'est important. Mais s'ils s'auto-excluent, le RPG, ils sont libres d'aller devant la junte pour demander à avoir des positions au sein du CNT. Mais nous pensons... Vous n'êtes pas prêt à les accompagner sur cette question? Nous pensons qu'ils doivent rentrer. Ce n'est pas des questions qui nous préjudicielles préoccupent tellement. Voilà, on a des questions de fond, la durée de la transition, les questions des audits, quelles activités à mener pendant la transition, est-ce qu'il faut faire le... Donc, local, c'est une question secondaire. Parce que vous dites que ce n'est pas une question qui... Je veux dire, à ce stade-là... Qui ne leur incombe pas. Voilà, qui ne serait pas à vous d'y répondre. Bien sûr, une coalition peut venir avec certainement un agenda que la classe politique peut examiner. Mais je veux dire, ce qui nous lie ensemble, c'est de voir que cette transition peut conduire à des élections libres et transparentes. Je pense que le RPG, pour ceux avec lesquels j'ai parlé quand même, je sais qu'ils ont cet agenda, mais leur entrée au sein de la classe politique pour parler de la même voix n'est pas soumis à une condition, quelconque. Bien. La question d'Yakumba. Quel est votre secret, votre recette magique pour réussir cette mission? Pour réussir à réunifier non seulement la classe politique, mais à l'amener à parler d'une seule voix à travers des représentants communs, ce à quoi je ne crois pas. Allez, bon, chacun peut croire ce qu'il pense, mais je pense que pour un médiateur, la première règle, c'est d'avoir un sens d'optimisme. Vous savez, quand on vous parle de la paix des braves, dans des négociations difficiles entre Israël, Palestine et autres, il faut que quelqu'un croie d'abord que c'est possible. Et c'est à partir de ça que je pense que c'est ce qui me motive.
J'ai lu un livre qui m'a beaucoup impressionné. Je ne sais pas si ça fait base ici, mais c'est dans le milieu anglo-saxon. Ça a été écrit par un Israélien, Yuval Hariri. Le livre, c'est Homo sapiens. Il a démontré pourquoi l'être humain est devenu l'être supérieur parmi tous les êtres que la nature a créés. C'est à cause du fait que nous avons la capacité de créer des entités fictives et que les gens croient. Et c'est ce qui fait qu'il y a le progrès de l'humanité. Vous pouvez prendre même les religions. Quand on dit que Dieu existe, on parle de la vie de quelqu'un qui a existé 2000 ans. Les chrétiens y croient à la résurrection. C'est ce qui motive la foi chrétienne. Il n'y a pas beaucoup d'entités que vous voyez, la nation, Renault, la Banque mondiale. Ça n'existe pas. C'est des fictions. Montrez-moi où se trouve ici le Fonds monétaire international. Ça n'existe pas, c'est des créations humaines qu'on a faites, mais qui permettent aux hommes d'évoluer, de coordonner leur activité pour la marche de l'humanité. Donc, j'ai été inspiré par ces livres pour dire qu'il n'y a pas d'activité impossible. Si ce sont les hommes, on peut toujours parvenir. Bien. Et le gros test pour moi, c'est de réussir ce premier pas. Vous avez tous suivi, on a mis la presse dehors pour des raisons bien fondées, mais vous avez vu qu'il y avait toute la classe politique, pas tout, mais l'ensemble, je veux dire, des coalitions étaient là. L'essentiel. Et nous pensons que dans Bien. les 2 prochaines années, je vais confirmer On mon optimisme. vous souhaite de la réussite, hein, franchement, Merci. parce que c'est... Bien, la suite avec vos cabinets. Et que pensez-vous du gouvernement? Il y a déjà un tout premier conseil des ministres qui a eu lieu. Est-ce que vous vous attendez... Et puis une retraite au camp de Kalia qui est prévue aujourd'hui. Bon, je pense que d'abord, la retraite, c'est une bonne chose. Nous sommes venus ici dans un contexte pareil, exactement comme ça. Et nous avons fait notre retraite gouvernementale à Bel Air, où il fallait peut-être décliner toutes les feuilles de route pour que ce gouvernement puisse assumer ses missions. Vous parlez du gouvernement Kouyaté. Le gouvernement de consensus. Ouais. Alors, donc, le gouvernement actuel qui est mis en place il y a juste quelques semaines, je pense qu'ils sont dans cette ligne droite de vouloir baliser le chemin conformément aux missions qui leur ont été assignées par le CNRD. Je n'ai aucun doute, Mohamed Bouavougui, c'est un ami. Nous avons collaboré à l'international sur plusieurs domaines. Et je pense qu'il est l'homme de la situation pour essayer de conduire cette équipe de jeunes, la plupart technocrates, d'arriver à mener le bateau à bon port. Quand le président de la transition dit que Mohamed Bouavougui est un homme de consensus, comment avez-vous compris cette description? Bon, est-ce que vous la partagez? Je ne pense, enfin, je ne peux pas commenter les propos du colonel, du président. Mais puisque vous connaissez l'homme, ce que je veux dire, je le connais. Je sais que, bon, peut-être on peut penser ici sur les positions politiques. Il n'a jamais été sur le terrain politique ici. La transition est en politique. Peut-être d'aucuns auraient vu que ce n'est pas un homme de consensus. Mais le consensus se fait autour justement de la capacité à mobiliser des populations pour arriver à un résultat. Mohamed est conscient d'un fait. Il connaît ce que c'est cette transition, où elle doit déboucher. Je crois que l'expérience qu'il a du monde international, et même sur la Guinée, puisque je sais que c'est un bon Guinéen, me laisse penser que oui, de la liste des gens que vous avez énumérés ici, il semble être le meilleur choix et je suis presque certain. Un mot rapidement à propos de l'entrée au gouvernement de 3 politiques et des sources rapportaient à un moment donné que vous étiez pressenti aussi pour y entrer, notamment au poste du ministre de l'économie et des finances. Est-ce que vous avez été consulté? Est-ce qu'il y a eu des tractations pour que vous apparteniez à ce premier gouvernement? Écoutez, je n'ai jamais exprimé le besoin. Je ne pense pas que, connaissant l'ambition qui m'anime, que c'était même aussi du côté du CNRD. Vous n'avez pas évoqué cette question quand le colonel vous a reçu? Le colonel et moi, nous avons parlé des questions économiques. J'avais voulu qu'on échange un peu sur ces questions qui relèvent de ma compétence. Ouais. J'ai tenu à lui donner quand même quelques idées en tant que chef de la transition. Ça n'avait rien à voir avec un gouvernement, mais en tout état de cause, je suis de ceux-là, avec ma coalition, qui ont salué la mise en place d'un tel gouvernement. Nous pensons que d'abord,
le fait que ça soit très représentatif de l'entité de la nation. Donc vous n'avez jamais été tenté par, non, pas par du quoi tout. que ce soit pour arriver à entrer dans ce gouvernement? Non, pas du tout. Vos ambitions sont ailleurs, c'est Voilà, pour la présidentielle. Allez-y, on évolue. Monsieur Doré, vous avez été ministre de l'économie et des finances, sauf erreur de ma part. Aujourd'hui, des informations font état que le trésor public s'est désendetté auprès de la Banque centrale de plus de 1000 milliards de francs guinéens. Cela est à l'actif de la junte qui a imposé une certaine austérité et a gelé un certain nombre de comptes. La junte se propose d'auditer la gestion précédente ou les gestions précédentes. J'en parle comme ça parce que je ne suis pas suffisamment situé. Vous, quelle pourrait être votre lecture d'une perspective d'audit et quel peut-être conseil pourriez-vous partager pour que cette opération ne soit pas une chasse aux sorcières? Bon, écoutez, d'abord, le remboursement des avances du Trésor, de la Banque centrale au Trésor, c'est une bonne mesure, il faut le dire. Ça vise quasiment à contenir l'évolution de la masse monétaire et à juguler l'inflation. Je pense que le fait d'aller non seulement au gel des concours de la Banque centrale, mais au dépérissement de leur stock vis-à-vis de la Banque centrale, c'était une bonne chose. Alors, sur la question des audits, je dois vous dire que ça faisait partie justement des questions que j'ai évoquées. Encore que la coalition, la plateforme des partis politiques doit en parler et sortir un avis uniforme. Mais nous sommes pour ces audits dans la mesure où si l'objectif est de jeter les bases d'une nation qui repart sur un socle solide des fondamentaux économiques, il faut régler ces questions d'audit-là. Maintenant, la période qui devra couvrir l'audit, ça c'est à déterminer. Ce qui reste clair, l'argument phare en faveur d'un audit, des audits aujourd'hui, c'est le fait que, vous l'avez si bien dit, les caisses de l'État sont quand même en état très serré et il faille récupérer ces milliards que l'on pense sont détenus de façon illégale par des personnes. L'autre chose, c'est justement la lutte contre la corruption, l'impunité. Je pense que sur deux fronts, il faut lancer cette activité. Nous pensons qu'elle peut être inscrite dans le temps et qu'elle ne soit pas justement utilisée pour autre chose, y compris la prolongation de la période de transition. Voilà, mais il est possible de faire l'état des lieux et de situer les responsabilités. Comment vous regardez les mesures de gel des comptes, de ce qu'on appelle les personnes politiquement exposées, mais aussi les mesures de saisie conservatoire sur un certain nombre d'avoirs de ces personnalités? Est-ce que la forme vous convient, M. Doré? Écoutez, c'est des mesures conservatoires. Je sais que beaucoup pensent qu'il fallait des décisions de justice, mais écoutez, lorsque nous sommes venus ici, on a trouvé une crise financière. La première des choses qu'on a faites, c'était de passer tout de suite une décision pour l'arrêt des débits d'office au niveau de toutes ces institutions. Partout, il y avait d'ailleurs des comptes du Trésor un peu partout, mais il y avait que les gens avaient des dettes. La dette intérieure et toutes sortes d'engagements avec l'État. Oui. Et c'était payé par des débits d'office. C'est-à-dire que la Banque centrale payait automatiquement. On a fait l'arrêt de ça. Vous pouvez penser que c'est une mesure peut-être illégale, disant comment vous pouvez empêcher le paiement d'un titre d'État ou autre chose. Mais c'était des mesures qui nous permettaient de comprendre quelle était la situation réelle et comment contrôler la situation des finances publiques. Je pense que ce qui va être le problème, c'est si on prolonge, ces gels sont faits à dessein pour peut-être empêcher certaines personnes de fonctionner, mais dans le cadre du redressement, de la compréhension de tout ce qui s'est passé, c'est une mesure conservatoire et ça se passe un peu partout. Bien, Dr Ousmane Doré, président du MND, ancien candidat à l'élection présidentielle, notre invité en ce vendredi. La suite avec vous, Mamadou Diallo. Akoumba a ouvert la parenthèse économique. Vous avez évoqué le mot tout à l'heure, la dette intérieure. On y tient beaucoup ici. Selon votre point de vue, comment est-ce que cette junte peut faire pour un peu redynamiser l'activité économique locale qui, on le sait, a été bloquée, qui impacte un peu les ménages et tout en termes de paiement de la dette intérieure. On pense que les caisses sont renflouées en ce moment, mais d'aucuns aussi regardent ça par le fait qu'il n'y a pas de dépenses.
essentiels qui se font, sauf les salaires et autres dépenses indispensables. Et pour finir, comment vous regardez un peu ce rapport de force actuel entre la junte et la CEDEAO sur bien de questions, notamment la question Alpha et la question du délai de la transition. Du délai et de l'envoyé spécial de la CEDEAO. Bien, pour commencer par la dernière question, puis c'est plus simple, il est clair que la Guinée doit collaborer avec les institutions sous-régionales et régionales et internationales. Je pense qu'avec la CEDEAO, je ne vois pas quand même un bras de fer. Il est question peut-être de s'accorder sur certains points, puisque le dialogue est en cours. Pas très longtemps, mon ami Jean-Claude Brou était ici et la CEDEAO a simplement demandé le calendrier des activités de la junte, leur permettant de se faire une idée sur le calendrier de la transition. Oui. Moi, je pense que c'est un dialogue en cours. Et la question même de la médiation, les gens ont extrapolé au niveau de la presse que c'est une question de encore la presse dans votre ligne de mire. Je pense que ouais. Le président l'a bien dit, il s'agissait de voir est-ce que le pays est en crise. À supposer même que le pays soit en crise. Et si il y a une crise donne toujours une opportunité, une fenêtre. Donc, est-ce que le pays est en train de saisir cette fenêtre d'opportunité pour juguler la crise? Et c'est en cela, il a pensé que ça ne dépend pas d'un médiateur extérieur pour que la Guinée puisse saisir l'opportunité de la crise pour finalement réussir son émergence. Donc, vous partagez sa position? Bon, je pense que c'est une question qui doit être regardée dans les deux sens. C'est vrai que quand la classe politique ne se regroupe pas, les forces vives sont dans tous les sens, il est clair, un médiateur peut venir à cause de la crise de confiance pour rassembler. Et c'est ce que nous faisons déjà. C'est donc en fait pas nécessaire. Un élément de un envoyé spécial de la CEDEAO pas nécessaire. Je peux vous assurer dans quel sens. Je pense que mon ami Ibn Chambas, c'est un ami, et sa venue ici après justement la décision de la CEDEAO, je l'ai parlé. C'était exactement pour opérer une telle démarche que nous sommes déjà en train de faire. Parce qu'il connaissait tous les acteurs. L'idée de la CEDEAO, c'était de dire, bon, quel est le répondant de la junte? Quelle est l'interface? La classe politique est dans sa division. Et aujourd'hui, nous faisons de ce processus un processus interne et qui devait nous permettre de restaurer la confiance entre les Guinéens pour qu'il y ait ce dialogue interguinéen. Et vous reconnaissez avec moi... Mais au-delà de la question de la voie spéciale, il y a quand même deux questions sur lesquelles la CEDEAO a des exigences concernant cette transition en direction de la junte. C'est la question Alpha Condé et on a suivi la réponse du colonel à propos. Le colonel dit clairement que le professeur Alpha Condé est chez lui, et il est bien traité, il le sera, mais il devra répondre de sa gestion devant la justice. Et la question de la durée de la transition, il la renvoie au CNT carrément, alors qu'il est pressé là-dessus, en tout cas par la CEDEAO. 6 mois. Bon, écoutez, pour la question de la durée, moi je pense que là il y a quand même problème. Puisque la charte est claire, hein, la durée est fixée en consultation avec les forces vives. Et nous ne pensons pas que le CNT, avec 81 représentants, puisse être le meilleur cadre. Voilà. Donc, il y a que... Donc, pour vous, il faut trouver un autre cadre. Oui, les forces vives, tel que c'est indiqué. Nous allons créer ce point de dialogue et nous allons exprimer nos positions par rapport aux activités qui peut-être, dont quelques éléments vont sortir du séminaire gouvernemental. Mais nous allons faire des propositions de façon responsable et pour que, ensemble, la durée qui va être dévoilée soit une durée qui a l'assentiment pratiquement des populations. Alors, la question d'Alpha Condé. Alpha Condé, moi je ne pense pas que la CEDEAO en fait une condition sine qua non. La réalité, l'argument donné par le chef du CNRD, c'est un argument qu'ils comprennent. Vous ne pouvez pas me dire que parce qu'un Guinéen qui a occupé les plus hautes fonctions, qui ne peut pas vivre dans son pays. Vous voyez tous ces pays dans lesquels les chefs d'État sont tombés soit par coup d'État ou bien par les urnes, ils sont là, ils vivent dans leur pays. En clair, il dit à la CEDEAO, nous ne libérerons pas Alpha Condé. Non, il peut être libéré. Ce que je veux dire, en réalité, la libération d'Alpha Condé, moi je pense qu'avec même la classe politique en place, avec les acteurs, tout le monde est unanime à reconnaître que si déjà le coup a réussi, il est maintenant
quasiment le CNRD est en charge, Oui. peut-être que sa libération ne pose pas problème. Très bien. Ceci dit, quand il y a des problèmes quand même qui vont avec le régime, bien entendu, il peut répondre. Bien. C'est pas... Nous allons prolonger ce débat parce que c'est tellement intéressant avec notre invité prestige, Dr Ousmane Doré, il faut rappeler, président du MND, ancien candidat à l'élection présidentielle et ancien ministre de l'économie et des finances. Nous continuons le débat avec lui dans un instant. 5 minutes à passer avec notre invité, Dr Ousmane Doré. Allez-y. Docteur, vous avez écrit un livre intitulé La Guinée à cœur, dont j'ai une copie. Ouais. Et puisque la question économique, en tout cas à en croire la junte, à en croire le président de la transition, sera au cœur justement de cette transition, vous y parlez par exemple du scandale géologique au scandale de la prospérité partagée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce gouvernement qui pense que cette transition est davantage économique que politique? Écoutez, nous avons déjà répondu à cette question. La transition est éminemment politique. Et d'ailleurs, les conseils que j'ai donnés, j'ai été très clair que le pays quand même doit faire face à une réalité du moment. C'est que nous sommes en crise économique avant que toute cette histoire ne vienne. Il y a la pandémie encore qui n'est pas arrivée. Et donc, quand, avec le colonel, j'ai partagé ce livre, bien entendu, mais il est clair que ce que nous voulons dire par le passage du scandale géologique, c'est de cela que la Guinée est reconnue par ça, le scandale avec toutes les ressources minières que nous avons et qui coexistent avec la pauvreté. Et que nous pouvons passer au scandale de la prospérité partagée, ça veut dire qu'il fallait quand même tendre vers l'industrialisation de ce pays et qui permettrait justement de créer des emplois et de la valeur ajoutée. Donc, cela concerne l'agenda futur dans ce pays-là. Faut-il encore avoir des bases solides? Et je reviens à la question de votre collègue qui parlait justement de la question de la dette intérieure. Moi, je pense que pour relancer la croissance, puisque nous parlons du court terme maintenant, il faut d'abord stimuler la consommation et l'investissement. C'est clair dans les comptes nationaux. La croissance, c'est où vous tirez, elle est tirée par la consommation ou par l'investissement public ou privé, ou alors c'est la contribution extérieure. Il se trouve que sur le plan extérieur, fort heureusement, nos produits, aujourd'hui, nos produits d'exportation sont dans une bonne tendance. Alors, ce qu'il faut, c'est comment relancer au niveau intérieur la consommation, la demande. Et pour cela, il faut vraiment faire face à ces questions-là dont les entreprises souffrent aujourd'hui, c'est-à-dire le paiement de leurs de dettes et, si vous voulez, aussi même permettre aux consommateurs d'avoir des ressources à travers un allègement fiscal. Dans le cadre du budget 2022, ils sont dans l'élaboration de ce budget. Il faut y prévoir. Il faut prévoir aussi une augmentation des dépenses d'investissement public. On sait que le financement extérieur est un peu contraint en ce moment, mais il est possible d'augmenter les dépenses d'investissement sur financement intérieur pour s'occuper des travaux essentiels d'utilité publique, comme les voiries que nous voyons ici un peu partout. Je pense que ces actions-là, la transition peut mener ça. Mais les efforts de développement dont il est question dans mon livre, nous pensons que c'est des recommandations pour lancer la Guinée sur la trajectoire de l'émergence. Alors, c'est cette nuance cette nuance que le Premier ministre a voulu aborder pour dire que ce n'est pas un gouvernement de développement, mais un gouvernement de transformation. Comment avez-vous compris cette déclaration du Premier ministre? Écoutez, je n'ai pas suivi la déclaration. Gouvernement de transformation. De transformation. Non de développement. Bon, la transformation peut être une transformation structurelle, ça peut porter sur une transformation des mentalités. Nous vivons dans un pays où quand même, vous devez savoir que tout le monde pense qu'il faut un changement, mais personne ne veut faire le changement. Bien. Donc le gouvernement doit imprimer une dynamique. Très rapidement, si les financements, le financement extérieur, suite à un embargo, à des sanctions sévères de la CEDEAO, venait à tomber, est-ce que vous voyez ce gouvernement tenir bon en se reposant que sur les ressources internes?
durant la durée de la transition? Bon, il y a des marges. Donc c'est possible. C'est les ressources minières. Vous verrez que le code minier, dans ses dispositions fiscales, n'est pas respecté par la plupart des entreprises. Et donc, il est question, dans le court terme, sans toucher les dispositions du code, sans toucher les conventions en place, que le pays puisse engranger. Ceci dit, il me semble, je suis de ceux-là qui croient, puisque j'ai travaillé dans ces institutions, qu'il est possible, le pays va être accompagné sur certains éléments de financement. Très bien. Le FMI a près de 280 millions de DTS pour la Guinée dans le cadre de la relance post-Covid. Et je pense qu'on peut engranger ça pour peu que nous lancions des signaux positifs sur la transition. Sur la transition. Voilà. Très bien. Le colonel, il vous rassure? Le colonel me rassure par les actes qui sont posés. Ce n'est pas. Et les annonces aussi. Les annonces, on va les voir à l'arrivée. Mais je pense que d'où nous venons, toutes les dispositions prises, tous les actes posés laissent penser que ce jour J, tant attendu pour le réveil de la Guinée, va sonner très bientôt. Très bien. Dernière question. Dernière question, Dr Ousmane Dore. Revenons un peu 10 ans en arrière. Vous étiez ministre des Finances. À l'époque, vous avez dit, après votre limogeage, on a voulu couper ma tête parce que j'ai publié un rapport sur l'organisation du cinquantenaire. Oui, Quelles étaient les grandes lignes de ce rapport? Il ne pourra pas tout détailler. Non. Qu'est-ce qui a prévalu à son limogeage à la suite de ce rapport de l'organisation du cinquantenaire? On n'a qu'une minute. Voilà, je viens de vous faire circuler mon livre. C'était parce que je m'attendais que tout le temps que je suis sur les plateformes, on va revenir sur mon passage ici. Mais il y a tout un chapitre sur ce dossier et je peux revenir, M. Diallo, pour une émission spéciale. Honnêtement. Mais je peux vous dire clairement, oui, l'entête de cette déclaration pèse aujourd'hui. On a failli couper ma tête, c'est entre guillemets, je veux dire par chose, parce qu'il y a eu une telle animosité. Et je peux vous dire les dessous, lisez le livre et après on en parlera parce que j'ai encore la mémoire très fraîche de mon passage. Toujours en contact avec Lansana Kouyaté? Oui, dans le cadre de, vous savez, je pactise avec tous ceux qui ont un intérêt que ce pays avance. Dans le cadre de cette concertation, Lansana Kouyaté, depuis une belle durette, on n'a pas eu d'échange. J'ai dû parce que des sources nous apprennent que vos relations ne sont pas au beau fixe. N'étaient pas, mais nous avons à un moment donné fait table rase et j'ai essayé de le contacter à Paris pour justement sceller cette union qui est si cruciale. Lui et Sidia, le doyen Sidia, se trouvant du côté de Paris, nous avons eu plusieurs échanges et qui ont abouti justement à ces événements. Et vous donnez combien d'années à cette transition? Bon, écoutez, je n'ai pas... Maximum. Bon, j'ai fait un mémorandum politique, comme tous les partis politiques. Dans notre mémorandum, nous avons consigné un intervalle. Nous pensons que allant de 18 à 24 mois. Très bien. Et nous nous sommes dit que, en fonction des activités, bien entendu, la classe politique dans son ensemble va déterminer si c'est 18, si c'est 24. En tout cas, il y a... Mais pas au-delà de 24, raisonnablement. Dans notre entendement, au moment où on faisait cette note, c'était en septembre, nous pensions que la mission essentielle, qui est l'organisation, elle-même présuppose des activités. Est-ce qu'il faut la refonte du fichier électoral ou simplement le toilettage? Il y a ces questions que nous devons débattre. Est-ce qu'on fait un recensement général pour connaître combien de Guinéens sommes-nous réellement? Si vous ajoutez ces activités, bien sûr que cette fourchette peut varier. Mais en tout état de cause, en voyant la nature des problèmes, puisque une longue transition aussi peut tuer la transition, il faudrait qu'elle soit dans un cadre bien, et l'inclusivité est importante pour ça. C'est pourquoi la classe politique s'unit. Nous pensons qu'il y aura une durée optimum et qui va être agréée par tout le monde. Bien. Docteur Ousmane Dore, président du MND, ce fut un plaisir et tout un honneur de vous recevoir dans cette émission. Grand merci à vous, docteur. Merci.